Bonjour à vous. Dans le contexte de notre thèse, nous avons souhaité aborder la thématique des prescriptions antibiotiques en odontologie dans un contexte d'urgence. En 2015, en France, on a dénombré 125 000 infections à bactéries multirésistantes ayant entraîné 5 500 décès. Les prescriptions antibiotiques sont directement mises en cause et leur maîtrise s'avère donc un enjeu majeur de santé publique. Pour donner quelques chiffres, en France, 93% des antibiotiques sont prescrits en médecine de ville, parmi lesquels environ 7% par les chirurgiens dentistes. Si l'on se compare à nos voisins européens en termes de consommation globale d'antibiotiques, parmi les plus gros consommateurs européens, nous remarquons que la France se situe en troisième position, après la Grèce et l'Espagne. Viennent ensuite Pologne, Belgique, etc. Et la moyenne européenne, la France se situe donc bien au-dessus. Des études réalisées dans d'autres pays européens mettent en perspective les prescriptions des chirurgiens dentistes avec les recommandations des autorités scientifiques locales. Et leurs résultats ont montré que les prescriptions antibiotiques en odontologie n'étaient pas toujours optimales et qu'une amélioration était possible. C'est ce qui nous a amené à nous aussi nous poser la question, les habitudes de prescription coïncident-elles avec les recommandations de bonne pratique ? Et nous sommes pour cela intéressés à la région Bretagne. Donc la population ciblée est celle des chirurgiens dentistes bretons diplômés. Et de manière à orienter l'enquête vers les omnipraticiens uniquement, nous avons décidé d'exclure les praticiens spécialistes ou ayant une activité exclusive dans l'une des spécialités décrites ici. La diffusion s'est faite sur les derniers mois de l'année 2020 et a été permise par les conseils départementaux de l'ordre et URPS par le biais d'un mail aux praticiens. Au total, nous avons pu comptabiliser 245 participations conformes à nos critères de sélection. Il s'agit ici d'une étude observationnelle transversale. Une analyse descriptive a été menée sur les données démographiques. Les réponses aux questions cliniques ont été comparées lorsque cela était possible avec les recommandations de la NSM, puis analysées par des tests du Qui2 pour les variables qualitatives et par des tests d'ANOVA et de Mann-Whitney pour les variables quantitatives. Le questionnaire est composé de 3 grandes parties. Une première s'intéresse au profil et aux caractéristiques démographiques de notre échantillon. Puis une deuxième explore les habitudes de prescription des praticiens, et notamment face à des patients sans risque infectieux, mais également face à des patients immunodéprimés et des patients à haut risque d'endocardite infectieuse. Un second volet de cette partie étudie le choix de la molécule antibiotique fait par les praticiens dans leur prescription. Viennent ensuite des questions d'auto-évaluation. Passons aux résultats concernant les données démographiques. Si on regarde le nombre total de dentistes omnipraticiens qui exercent dans chaque département breton, les Côtes-d'Armor comptent 314 dentistes, le Finistère 559, l'Ille-et-Vilaine 643 et 427 dans le Morbihan. S'affiche en bleu à gauche le nombre de participations enregistrées dans chaque département. Donc 55 ici en Côtes-d'Armor, soit un taux de participation de 17,5%. Près de 15% de participation dans le Finistère, environ 11% en Ille-et-Vilaine et un peu moins de 8% dans le Morbihan. Au final, le taux de participation à l'échelle de la Bretagne est de 12,6%. L'analyse du mode d'exercice des praticiens de l'échantillon nous apprend qu'ils sont près de 2 tiers à travailler en cabinet de groupe, 29% à travailler seuls en cabinet libéral, 5% d'entre eux travaillent en cabinet mutualiste et 2% exercent en milieu hospitalier. Nous nous sommes intéressés également au nombre de jours travaillés par semaine par les dentistes de l'échantillon. Le temps de travail par semaine va de une demi-journée à 6 jours, mais l'on observe que les 3/4 travaillent entre 3 et 4 jours par semaine. Intéressons-nous maintenant au nombre de patients reçus par journée complète travaillée. Sont comptabilisés ici à gauche ceux qui indiquent recevoir de 7 à 10 patients par jour jusqu'à ceux qui en reçoivent plus de 20 à droite. Je passe rapidement sur le résultat. Une majorité entre 11 et 12 patients par jour, etc. jusqu'à ceux qui en voient plus de 20 et ils sont 8%. Au final, les 2 tiers des participants estiment recevoir entre 11 et 16 patients par journée complète travaillée. Nous leur avons enfin demandé combien ils estimaient recevoir d'urgence en moyenne par jour. Donc ici, en abscisse de ce graphique, le nombre moyen de rendez-vous d'urgence par jour, et en ordonnée le nombre de dentistes,
Donc on observe qu'une grande majorité estime recevoir 2 urgences par jour. Ils sont ainsi 45% à donner cette réponse. Après avoir décrit l'échantillon et avant de vous présenter les résultats, nous vous expliquons brièvement comment nos questions ont été construites. Les autorités sanitaires, après consultation de groupes d'experts, ont défini différents niveaux de risque infectieux qui influent directement sur les prescriptions antibiotiques. Le premier groupe, appelé population générale, regroupe de loin le plus grand nombre de patients. Le deuxième groupe est celui des patients atteints d'immunodépression. Celle-ci doit être définie selon des critères objectifs, biologiques ou cliniques, ou à défaut après concertation auprès des médecins concernés. Le troisième groupe est celui des patients à haut risque d'endocardite infectieuse. Concernant maintenant la symptomatologie infectieuse, lors d'une infection d'origine dentaire, plusieurs types de signes vont également influencer la prise en charge médicamenteuse et donc la prescription antibiotique en urgence. D'abord les signes infectieux locaux. Les signes infectieux régionaux, l'apparition d'un trismus, des adénopathies, et enfin les signes infectieux généraux, de la fièvre, une perte d'appétit, la survenue de malaise ou encore une altération de l'état général. Pour regrouper toutes ces informations, nous avons réalisé un schéma qui résume le fait que la mise en place ou non d'une prescription antibiotique face à une pathologie dentaire en urgence, que ce soit une antibioprophylaxie ou une antibiothérapie, va dépendre globalement de 3 paramètres. De la pathologie dentaire à laquelle on est confronté et sa sévérité, ainsi que l'acte local qui sera donc à réaliser en urgence. Le risque infectieux propre au patient, donc son appartenance ou non à l'un des groupes de risques infectieux majorés. Et l'état général du patient, donc la présence ou non de signes infectieux généraux ou régionaux dont nous venons de parler. Et c'est l'ANSM qui fait le lien entre ces paramètres en fournissant des recommandations de bonnes pratiques en matière d'usage des antibiotiques. Publiée en 2011, elle rappelle justement qu'en odontologie, le traitement étiologique d'un foyer infectieux est le plus souvent non médicamenteux et que chez les groupes de patients à risque infectieux, la prophylaxie est utilisée pour prévenir le développement d'infections locales ou à distance par diffusion de bactéries orales. Nous avons voulu par notre étude s'intéresser à ces différentes indications. Du fait des éléments précédemment cités, nous avons construit nos questions de la manière suivante. Tout d'abord, chaque question ciblait une pathologie dentaire. Nous précisions également la présence ou l'absence de signes infectieux généraux. Enfin, la question reposait sur la mise en place ou non, soit d'une antibioprophylaxie, soit d'une antibiothérapie. Une réponse était alors attendue pour chacun des groupes des différents niveaux de risque infectieux, le groupe population générale et par abus de langage nommé patient sain pour simplifier la compréhension des questions. Puis viennent les 2 autres groupes. Passons aux résultats de nos cas cliniques. Donc la première partie traite de la mise en place ou non d'une antibioprophylaxie. Nous avons choisi 2 situations possiblement rencontrées en urgence. Le cas d'une pulpite irréversible qui nécessite une ouverture de chambre et le cas d'une gingivite sévère pour laquelle un détartrage doit être réalisé. Nous vous présenterons les résultats pour le cas du patient sain, le patient immunodéprimé, et pour le patient en risque d'endocardite infectieuse. A savoir que l'ANSM nous dit que chez le patient sain, l'antibioprophylaxie n'est pas recommandée ni pour la pulpite ni pour le détartrage, tandis qu'elle l'est dans ces 2 situations pour les 2 autres groupes de patients à risque infectieux. Nous avons matérialisé les résultats de la manière suivante. Nous avons utilisé des diagrammes sur lesquels la partie grise correspond aux réponses conformes aux recommandations et la partie rouge aux réponses non conformes aux recommandations. Par exemple, dans ce premier cas, pour la pulpite chez le patient sain, nous avons 100% de réponses conformes, ce qui signifie que 100% des dentistes ont déclaré ne pas prescrire d'antibioprophylaxie dans cette situation. Pour le patient immunodéprimé, par contre, 73% des dentistes ont indiqué s'abstenir de prescrire l'antibioprophylaxie, qui pourtant était recommandée. Pour le patient à haut risque d'endocardite infectieuse, les 3/4 des dentistes ont prescrit une antibioprophylaxie, comme recommandé. Pour le détartrage, on observe un bon suivi globalement pour le cas des patients sains et patients à risque d'endocardite infectieuse, mais 36% de réponses non conformes pour le cas du patient immunodéprimé. Observons maintenant les résultats des questions qui traitaient de la mise en place d'une antibiothérapie curative. Et commençons par des pathologies pour lesquelles l'antibiothérapie curative n'est jamais requise pour les 3 groupes de patients. Et c'est le cas de la pulpite irréversible. Voilà, donc quel que soit le groupe, l'antibiothérapie n'est pas recommandée. Même principe pour la matérialisation des résultats, la partie grise correspond aux réponses conformes et la partie rouge, réponses non conformes. Un très fort suivi des recommandations pour le patient sain, un bon suivi pour le patient immunodéprimé,
mais 44% de réponses non conformes dans le cas du patient à risque d'endocarditis infectieuse. Ce qui signifie qu'ils sont 44% à avoir répondu qu'ils prescrivaient une antibiothérapie curative après réalisation du traitement endodontique initial complet en urgence. Prenons maintenant le cas du diagnostic en urgence d'une parodontite apicale chronique avec présence d'une fistule. Là aussi, l'antibiothérapie curative n'est pas recommandée, ni pour le patient sain, ni pour le patient immunodéprimé. On observe tout de même 46% de réponses non conformes et donc de prescriptions non nécessaires chez le patient sain. Et chez le patient immunodéprimé, un résultat aussi intéressant puisqu'on a 85% de prescriptions non nécessaires. Pour le cas de l'abcès apical aigu, nous avons ciblé notre question sur la prise en charge d'un patient sain. Où là encore, l'antibiothérapie curative n'est pas recommandée, sous réserve de réaliser un traitement endodontique initial complet ou partiel en urgence. Et nous constatons 70% de prescriptions non nécessaires. Nous avions complété notre question en demandant si le praticien réalisait l'acte complémentaire dans la séance d'urgence, donc l'acte endodontique. Et on constate que 62% des dentistes déclarent tout de même le réaliser. Notons qu'un tiers des praticiens mettent en place uniquement la prescription antibiotique sans réaliser l'acte local. Nous allons maintenant passer à des pathologies pour lesquelles l'antibiothérapie est recommandée pour tous les patients, quel que soit leur niveau de risque infectieux. Donc c'est le cas de la cellulite suppurée d'origine dentaire. On constate pour cette pathologie un excellent suivi des recommandations. Idem pour l'exposition osseuse prolongée qui suggérait un diagnostic d'ostéite et pour laquelle on observe un bon suivi des recommandations. Intéressons-nous maintenant à des pathologies pour lesquelles les recommandations divergent en fonction du niveau de risque infectieux du patient. Premier cas, l'abcès parodontal sans signes infectieux généraux. L'antibiothérapie curative n'est pas recommandée chez le patient sain, tandis qu'elle l'est pour les deux autres groupes. Les résultats montrent pourtant 42% de prescriptions d'antibiothérapie chez le patient sain. À savoir que l'antibiothérapie n'est certes pas recommandée chez le patient sain, mais sous réserve bien sûr de la réalisation d'un drainage sulculaire efficient. Nous avions donc ici aussi complété notre question en demandant si le praticien le réalisait en urgence, et on observe qu'ils sont 90% à réaliser ce geste. Dernière pathologie retenue, l'alvéolite sèche sans signes infectieux généraux. Pas d'antibiothérapie pour les deux premiers groupes, mais elle est recommandée pour le dernier groupe. Donc voici les réponses et on remarque surtout les 85% de prescriptions non conformes aux recommandations pour le patient immunodéprimé. La partie suivante s'intéresse aux choix moléculaires effectués par les praticiens dans un contexte clinique donné. Premier cas, quelle molécule prescrivez-vous habituellement chez un patient fiévreux ayant un abcès apical aigu ? Les réponses ont été présentées de la même manière que précédemment. Ici en gris, les 48% de réponses qui correspondent à des molécules recommandées, toutes des monothérapies, et en rouge, la majorité de réponses correspondant à d'autres molécules ou associations moléculaires non recommandées. On retrouve donc ici plusieurs bithérapies. Si on regarde dans le détail dans quelle proportion ces molécules ont été prescrites, on remarque 46% pour l'amoxicilline, 2% pour l'azithromycine, du côté des molécules qui étaient recommandées. Et parmi les molécules associations non recommandées, l'association amoxicilline acide clavulanique, augmentin sous son nom commercial, pour un quart des réponses. Également l'association amoxicilline métronidazole ou encore le métronidazole associé à la spiramycine, birodogile sous son nom commercial. Ces 52% de l'échantillon font donc le choix d'associer deux molécules, ce qui n'est pas recommandé par l'ANSM dans cette situation. Deuxième cas, quelle molécule prescrivez-vous habituellement face à une cellulite suppurée ? Ici, on constate un très bon suivi des recommandations avec la prescription de molécules telles que l'amoxicilline, l'association amoxicilline acide clavulanique et l'association amoxicilline métronidazole. Le troisième et dernier cas, celui d'un patient allergique aux pénicillines. 60% des réponses correspondent à des molécules recommandées. Dans le détail maintenant, 50% déclarent utiliser de la clindamycine, soit la molécule de choix recommandée par la NSM. Cependant, on constate un usage important de l'association métronidazole spiramycine, birodogile sous son nom commercial, ce qui est non conforme dans cette situation. Ce sont d'ailleurs des résultats très proches d'une autre étude française de 2018. Une optimisation des prescriptions sont donc possibles en termes de choix de l'antibiotique. Si on s'intéresse à des études réalisées à l'étranger, la clindamycine est souvent plus largement adoptée qu'en France, comme ici aux États-Unis, idem ici en Espagne pour cette autre étude.
Notre enquête montre donc que de nombreux praticiens prennent la décision de prescrire une association de molécules en première intention alors que cela n'est pas recommandé par la NSTM. Ainsi, 63% des praticiens déclarent prescrire une bithérapie dans au moins une des situations où une monothérapie est recommandée. Savoir déterminer si un patient est immunodéprimé est primordial puisque cette caractéristique modifiera la prescription antibiotique dans bon nombre de situations. Il nous a donc paru intéressant de poser une question sur les pathologies et traitements pouvant influencer l'immunité du patient. La question proposait diverses situations et consistait à demander aux praticiens lesquelles ils considéraient comme pouvant induire une baisse de l'immunité. Voici une liste de situations pathologiques qui peuvent toutes entraîner une immunodépression, soit directement, soit par le biais de leur traitement. Et voici 3 autres pathologies qui n'occasionnent pas a priori de baisse de l'immunité. Dans nos résultats, 91% des patients considèrent qu'un patient transplanté peut subir une baisse de son immunité, 90% pour un patient en thérapie cancéreuse, 78% pour un diabète non équilibré, et ces pourcentages diminuent ensuite pour la polyarthrite rhumatoïde, puis la neutropénie, la maladie de Crohn, l'hépatite, et enfin seulement 9% ont sélectionné l'asthme sévère et son traitement. A l'inverse, parmi les pathologies sans impact sur l'immunité, presque un quart des praticiens considèrent la thrombopénie comme pouvant avoir un impact négatif sur l'état immunitaire. 13% pour l'ostéoporose et 4% pour le diabète équilibré. La NSM, dans ses recommandations de 2011, indique que quel que soit le niveau de risque infectieux du patient, en présence d'une infection accompagnée de fièvre, trismus, adénopathie ou œdème persistant ou progressif, l'antibiothérapie curative sera toujours indiquée en complément du traitement local adéquat. Nous avons donc demandé aux praticiens quels étaient selon eux les signes conduisant toujours à une prescription d'antibiotiques face à des signes locaux infectieux en urgence. Les 4 premiers représentés ici en haut sont ceux définis par la NSM. On remarque que ces signes ont obtenu tous de forts taux de réponse. Dans la liste proposée dans cette question se trouvaient également d'autres signes, qui eux à l'inverse ne nécessitent pas systématiquement des prescriptions antibiotiques. On constate qu'ils sont pourtant nombreux à avoir cité la présence de pus, une évolution rapide des symptômes, la présence d'une fistule et les 3 derniers signes qui faisaient tous référence à diverses douleurs. Au final, ils sont presque la moitié à avoir ciblé au moins les 4 signes définis par la NSM. La dernière partie du questionnaire s'est intéressée à l'auto-évaluation des participants. Il leur a été demandé quelles étaient selon eux les principales raisons les poussant à prescrire des antibiotiques, quand bien même ils auraient conscience qu'ils ne sont pas indispensables. Certains ont mis en cause la pression du patient, ou encore le confort du patient, l'incertitude sur l'indication des antibiotiques, l'incertitude diagnostique, et enfin les 2 principales raisons citées par les praticiens ont été le manque de temps pour mettre en œuvre le traitement idéal en urgence, et le fait d'éviter d'éventuelles complications. Ces résultats sont intéressants pour identifier les leviers d'action qui pourraient permettre d'améliorer les prescriptions. Le manque de temps, rapporté par 54% des participants, questionne sur la gestion des urgences dans les cabinets dentaires. Les recommandations préconisent en effet de toujours privilégier l'acte étiologique local à la prescription. Mais est-ce toujours réalisable quand la durée accordée à un rendez-vous d'urgence avoisine souvent les 15 minutes ? De nombreux praticiens déclarent que l'incertitude diagnostique peut les conduire à prescrire de façon inadéquate. Ce résultat peut être mis en relation avec la grande variété de cliniques des complications périapicales de la pathologie pulpaire, ces dernières étant, d'après notre étude, les plus sujettes à des prescriptions non nécessaires. La dernière question a été posée de la manière suivante. Pensez-vous que vos connaissances en matière d'usage des antibiotiques sont à jour ? Ce à quoi 55% des dentistes ont répondu non. Donc, pour faire le point sur ces résultats que nous venons de vous présenter et ne sélectionner que les principaux, nous avons introduit une nouvelle notion, le seuil de conformité. Le principe est de pouvoir remplacer un résultat par le terme bon suivi lorsqu'il a obtenu plus de 70% de réponses en accord avec les recommandations. Si l'on résume le résultat pour l'ensemble des cas cliniques pour le patient sain, donc le groupe population générale, nous constatons un bon suivi sur 7 des 10 situations cliniques traitées. Ce qui signifie que ces 7 cas cliniques ont tous obtenu plus de 70% de réponses conformes. Quelles sont alors les situations ayant obtenu de moins bons résultats ? Sur les situations qui interrogeaient sur la mise en place d'une antibioprophylaxie, on observe un bon suivi. Petite précision,
Pour la pulpite irréversible, si certes dans notre étude nous retrouvons un bon suivi des recommandations pour le patient sain, ce n'est pas le cas dans d'autres pays européens, puisqu'en Angleterre on retrouve 40% de prescriptions antibiotiques et même 86% en Espagne, d'après Segura et al. Parmi les pathologies qui interrogeaient sur la mise en place d'une antibiothérapie curative, certaines se distinguent par un nombre important de prescriptions qui seraient non nécessaires selon les recommandations. Il s'agit pour rappel de l'abcès apical aigu sans signes infectieux généraux, la parodontite apicale chronique fistulisée, et enfin de l'abcès parodontal sans signes infectieux généraux. Pourtant, ce sont des motifs de consultation en urgence parmi les plus fréquents. 4 urgences dentaires infectieuses sur 10 sont des abcès endodontiques, et les abcès parodontaux représentent une urgence infectieuse sur 10. On retrouve dans la littérature plusieurs résultats qui montrent également une tendance à des prescriptions non optimales sur ces pathologies à l'étranger. Ainsi, une étude menée par Tulip et Palmer au Royaume-Uni en 2008 a rapporté que 69% des praticiens prescrivaient des antibiotiques face au premier stade d'une parodontite apicale aiguë, sans réaliser de geste local. Une autre étude de Segura, menée en Espagne en 2010, rapporte pour la parodontite apicale chronique avec ou sans fistule 60% de prescription. Pour le groupe de patients immunodéprimés, on retrouve un bon suivi des recommandations pour une majorité de pathologies, cellulite, abcès parodontal, etc. Mais on remarque que l'antibioprophylaxie avant un acte odontique n'est pas réalisée par les 3 quarts des praticiens. Et pour le détartrage, 36% ne la mettent pas en place. L'alvéolite sèche présente un grand nombre de prescriptions d'antibiothérapie non nécessaires, et c'est aussi le cas de la parodontite apicale chronique. Pour rappel, avec ou sans fistule, la parodontite apicale chronique ne représente pas une indication de prescription antibiotique, ni pour le patient sain, ni pour le patient immunodéprimé. Pour le groupe de patients à haut risque dans le cas infectieuse, nous constatons un bon suivi globalement, bon suivi pour le cas d'antibioprophylaxie, avec tout de même 44% de prescriptions d'antibiothérapie curative non nécessaires dans le cas du traitement en urgence d'une pulpite irréversible. Un score regroupant 25 points du questionnaire a été créé afin d'avoir une évaluation globale du suivi des recommandations par les praticiens de l'échantillon et aussi de pouvoir analyser ces résultats d'un point de vue statistique. La moyenne de ce score sur l'ensemble de l'échantillon est de 18,29 sur 25. À gauche, voici le détail des résultats du score selon différents critères. Après analyse statistique, il en ressort que 2 variables semblent influer sur le suivi des recommandations pour cet ensemble de situations cliniques. L'année d'obtention du diplôme, cette variable influence de manière significative le suivi des recommandations de telle sorte que les praticiens diplômés plus récemment obtiennent de meilleurs résultats. On peut supposer que la formation reçue au sein des facultés par cette génération est plus en phase avec les dernières recommandations par exemple. Et le mode d'exercice, les praticiens exerçant en groupe présentent de meilleurs résultats que les praticiens exerçant seuls. Une étude réalisée par l'American Dental Association à propos des pathologies d'origine endodontique soulignait cette même tendance en 2016. Ces résultats peuvent suggérer d'une mutualisation des connaissances entre praticiens exerçant en groupe. Notre enquête a mis en évidence une tendance à des prescriptions non nécessaires selon les recommandations, dans le cas notamment de l'abcès apical aigu sans signes infectieux généraux et de la parodontite apicale chronique. Or, ces pathologies ne sont pas détaillées dans les recommandations de la NSM. Dans la partie sur l'antibiothérapie curative, on retrouve uniquement l'intitulé « Complications de la pathologie pulpaire ». Cet intitulé regroupe pourtant de nombreux diagnostics, nécrose, abcès récurrent, abcès apical aigu, parodontite apicale chronique. On pourrait s'attendre en effet à davantage de détails. Les recommandations récentes de la Société européenne d'endodontie donnent par exemple des indications et contre-indications très précises pour la mise en place d'un traitement antibiotique. L'American Dental Association propose, elle, de différencier 2 cas de figure pour la prise en charge des pathologies pulpaires et de leurs complications. Elle distingue le fait que le traitement soit réalisable ou non dans la séance. Ainsi, selon l'une ou l'autre des options considérées, les recommandations donnent la conduite à tenir. Elles introduisent aussi la notion de prescription différée, qui consiste à remettre au patient une ordonnance d'antibiotiques en lui expliquant de ne l'utiliser qu'en cas d'aggravation des symptômes. Cela n'est applicable qu'à certaines indications et uniquement quand le traitement local n'est pas réalisable dans les médias. Ce type de prise en charge permettrait d'éviter certaines prescriptions non nécessaires et d'impliquer le patient dans son traitement. Voilà donc pour conclure, les recommandations sont globalement respectées, même si elles ne sont pas toujours suivies, et notamment pour des complications fréquentes de la pathologie pulpaire, mais aussi par la prescription de bithérapie antibiotique en première intention.
Et d'un autre côté, les recommandations françaises semblent manquer de détails pour certaines pathologies en comparaison avec ce qui se fait à l'étranger. L'évolution des recommandations de 2011 pourrait permettre de guider de manière plus précise l'usage des antibiotiques dans la pratique dentaire quotidienne. Merci.